passer 1 heure et demie ensemble, durant lesquelles il va y avoir un programme passionnant, j'espère en tous les cas, un programme qui vous est proposé par toute l'équipe de la matinale, à leur tête notre rédacteur en chef Yazid Aït Mahiddine. Donc nous allons d'abord retrouver Samira Hadj Ammar et un hommage rendu à Fatima Ousliha. Et Yazid Aït Mahiddine aussi pour un coup de cœur. Un spectacle aussi qui va être... on va annoncer le spectacle qui va être donné à Cheraga. On va avoir plus de détails tout à l'heure. Nous allons recevoir aussi dans le cadre de la 19e édition du Salon de l'Emploi, Madame Zohra Mahi pour nous parler du challenge qui a été organisé pour les jeunes entrepreneurs. Nous allons par la suite retrouver la belle Hasna Zouberi et la prévention routière avant d'aller vers le débat avec Amir Aziri qui nous aussi concocte à chaque fois des thèmes autour du patrimoine, un vrai régal. En tout cas, on va voir tout ça durant ces 1 heure et demie et j'espère qu'on sera de bonne compagnie. Place à la météo, je crois. Les nouvelles du ciel. Bonjour, Amel. Pardon. Mais c'est normal. Pardon. Je dirais c'est normal. C'est là. Alors, les nouvelles du ciel? Après le jingle, on y va? Après le jingle. Voilà. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, Amel, Oui, donc on y va pour les cartes. il faisait nuit ce matin, donc je ne sais pas s'il va s'il y avoir du soleil ou pas. Alors Malheureusement, oui, pour nous. Donc, on y va là. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie prévoit pour aujourd'hui un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, qu'on peut le voir sur la carte. Donc, on aura aussi un ciel plutôt dégagé vers la moitié sud, avec toutefois des vents forts vers le Sahara central qui vont engendrer des sements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc, soyez très très prudents. Et à noter aussi de la brume en matinée sur pratiquement tout le nord qui va se dissiper, mais laissant place à un beau soleil. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais plus à l'ouest. Le maximum 20 degrés du côté de Tlemcen, 19 Oran également à Alger, 18 Tiaret et Tizi Ouzou, 16 degrés à Naba également, 14 Al Bayad, Djelfa et Sétif, 15 degrés à Batna, au sud 19 degrés Béchar, Gardaya, 23 Tindouf, 26 du côté d'Insalah, 22 Biskraïlizi, 24 à Tamanrasset et également Janet, 30 à Borj Bedjoumtar et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 32 degrés. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est avec des vents faibles sur les côtes ouest et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront de secteur est. Et on termine ce bulletin bien sûr avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h23. Pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Amel. C'est moi. Ça va durer? Oui, jusqu'à mercredi et jeudi, il y aura une petite variation par rapport à aujourd'hui. Donc, on attend quelques pluies, Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Pour commencer une matinée, une belle matinée, je vais vous offrir une chanson. Alors, on va rêver en Algérie et c'est Mouhpako qui nous propose, qui chante Rêver, rêver en Algérie. Le rêve algérien existe, on y va.
Matin. C'était où? Ah, je vois Arsène Noir. Je l'ai pas vu. Très branché, on va y aller. Hein. Ouais. Bien sûr. Il y en a Toujours élégant, hein, Yazid. Oui, Si. romantique. اي انا عجبني هذا نديها. كاين واحد اللي يشوف حاجه قلت نديها سي بون. Il est beau. Tu peux, Oui, Yazid. c'est à la Tu baille, peux. Il est vintage. avec des roses, Des petites avec, fleurs. Mais je te l'offre, des Yazid. asphodèles, il me semble, non? Il faut un peu de couleur hein, le matin. Il faut Absolument. un peu de couleur et de pour l'énergie. les- oui, et le coup de cœur, aujourd'hui, c'est... Mais coup de cœur, j'en ai beaucoup aujourd'hui. Hein. Ouais. Ben oui, commençons par le LANDA. LANDA, donc l'Office national des droits d'auteur. En fait, On pourrait peut-être avoir le jingle d'abord. oui, le jingle. allez. On a oublié le jingle. So. Oui, après le jingle, je vais donc parler de mes coups de cœur et par rapport à l'ONDA, donc l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, qui est aussi membre de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle WIPO. Donc, en fait, il faut les gens qui sont porteurs de projets, qui ont des idées, qui ont des brevets, qui essayent aussi de porter des start-up. Donc, ils sont appelés à participer au grand concours de WIPO, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, ils doivent se présenter au niveau de l'ONDA pour s'inscrire et pour présenter donc pour ce concours qui a commencé du 15 janvier, il prendra fin le 13 mars. En quoi consiste le concours? Le concours, en fait, c'est la propriété intellectuelle, donc c'est pratiquement c'est comme le grand salon des inventions à Genève. Donc WIPO, c'est aussi à Genève. Donc c'est valoriser un peu l'intelligence, valoriser un peu l'innovation, et les gens qui sont porteurs d'idées, donc sont appelés à présenter pour ce WIPO. Et pour le WIPO, donc ils auront droit, les gagnants, bien sûr, le lauréat. Ils sont à Genève, dans une grande cérémonie. Magnifique. Ils auront un prix, bien sûr, et puis ils auront un accompagnement pour leur projet. S'ils vont lancer une start-up, ils vont lancer une société. C'est une sorte d'incubateur, en fait. Absolument. Ils les aident. Oui. L'accompagnement, C'est ils une première en Algérie, non? C'est pas une première, chaque année ils le font. Là, nous avons notre ami, le regretté Mohamed Kharoubi, qui était le président de l'Association nationale des inventeurs, qui était lauréat d'un prix WIPO. Donc, il y a beaucoup d'Algériens qui ont eu monsieur aussi Morsli, qui est un grand miniaturiste. Il travaillait aussi sur la céramique. Il a eu ce prix de l'Aïrhamou également. Donc, voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui ont été gratifiés de tous les honneurs par ce grand concours WIPO. Est-ce qu'ils le font en marge du salon de la créativité que le Landa organise chaque année? Je ne sais pas. Sûrement, parce qu'il y a... Parce que chaque année, Landa organise le salon. On va se renseigner. Voilà. Donc, je suis sûre que c'est en marge du salon de la créativité. Samira est très curieuse. Donc, pas loin de Landa, en allant vers le Hamma, donc pas loin en arpentant le musée national des Beaux-Arts, suivez mon GPS, et voilà, nous sommes, on rentre de plein pied à la villa Abdeltif. Oui. Donc il y a une résidence de création entre deux auteurs, un Algérien et un Italien. Donc ça consiste à travailler donc conjointement sur des thématiques, sur des projets dans le domaine de l'art visuel. Donc c'est deux artistes, c'est entre donc la Villa Abdeltif, l'Arc et l'Institut culturel italien. Il s'appelle Alessandro Calizza et Elias Kerbouaï. Donc Elias Kerbouaï et Alessandro Calizza vont depuis, je pense, le 6 février jusqu'au 28 février. Donc il y a cette résidence. Donc je pense qu'on va y aller, jeter un coup d'œil peut-être. On peut y assister? Oui, d'ailleurs, peut-être on va faire un petit reportage pour voir un peu en quoi consiste une résidence, parce qu'à l'origine, la Villa Abdeltif... Ça doit être passionnant. Oui, la Villa Abdeltif, à l'origine, c'est comme la Villa Velázquez, comme la résidence de Médicis, donc c'est des grandes résidences pour les peintres. D'ailleurs, à l'origine, c'était une résidence pour les peintres. Beaucoup d'orientalistes sont passés par la Villa Abdeltif. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture mauresque.
Il y a le mauresque, il y a le néo-mauresque, il y a beaucoup de styles également. Et puis ça surplombe la baie d'Alger. Et puis c'est en face du Musée national des Beaux-Arts. Et donc du sanctuaire des martyrs. Oui, au pied du sanctuaire du martyr. Et puis quelle vue sur la baie d'Alger. Absolument, magnifique. Un véritable enchantement, n'est-ce pas? Un cadre agréable, c'est vrai. Oui, on veut prendre... Puis la verdure, c'est au milieu aussi d'une verdure incroyable. Oui, donc il y a lieu d'y aller prendre ne serait-ce une photo sur la baie d'Alger. La prochaine fois, on ira ensemble. On va y aller ensemble. Oui, bien sûr. J'allais proposer. Donc c'est un hymne à la lecture puisqu'il y aura le salon du livre d'Oran. Donc ça se passe au musée de l'art contemporain d'Oran, le MAMO. Nous on a le MAMO. Oui, le musée d'art moderne d'Oran. Oui, on a donc le MAMO d'Oran, donc accueille cette exposition de ce salon du livre à Oran. C'est du 10 au 17 février, donc avis aux amateurs du livre pour lire, pour faire lire, pour acheter, pour faire un tour, c'est extraordinaire, hein, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de salons autour du livre. En dehors du salon international, dans les wilayas, on assiste maintenant à des salons. Ah oui, pratiquement même dans les wilayas, dans des petits villages, il y a des éloignés. Salons, il y a des rencontres littéraires. Oui, des initiations à la lecture. Beaucoup d'activités autour du livre. Oui, il y a même maintenant, c'est le principe de l'mutala'a, en fait, c'est la lecture. Il y a même des bibliothèques, des centres culturels. Ils ont un espace pour la semaine dernière. Pour la lecture. Une activité a été organisée pour les enfants autour de la lecture. Autour de la lecture. La semaine dernière. Et c'est il y a même les encourageant. Bibliobus, oui. Bibliobus. Initiative du ministère de la Culture et des directions de culture à travers les 58 wilayas du pays. Bibliobus. Et pour parler de lecture, il y a un Inidi. Ah ben oui, Kateb Yassine, en fait, il y a une deuxième vie de Kateb Yassine, puisqu'on a trouvé un manuscrit, un petit carnet où l'on a trouvé un poème de Mohamed Dib. C'est la source, donc c'est le journal sur Internet 21e Orient Info, 21e Orient 21e Info, où il rappelle qu'il y a un roman, un inédit de Kateb Yassine, c'est un poème dans le style un peu onirique, où il y a beaucoup de symbolisme et de l'onirisme. Et c'était un roman, c'était un poème, un poème qui est dans le style katibien, loin des influences rimbaldiennes, pour parler de Rimbaud, parce que Rimbaud il y a Rimbaud, il y a aussi un autre poète français, donc l'auteur des Fleurs du Mal, c'est Baudelaire. Donc Baudelaire et Rimbaud ont marqué aussi la carrière de Kateb Yassine, mais dans ce poème qui s'appelle « De lourdes armées de marins gonflèrent le remous de la poudre ». Madabia, un petit passage. Volontiers, Yazid. Madabia. Ah oui. شوفني caméraman. محرز. De lourdes armées de marins gonflèrent les remous de la poudre. Et la géographie de la mer d'Afrique fait illuminer à la hauteur du feu. Ce fils de l'eau jaillit au long du port, noyé par les étoffes des croiseurs, son cœur dura au cœur du lac et du soleil. Merci. Donc c'était un inédit, comme bravo Yazid. Il y a beaucoup de choses dans les... Il nous a habitués à ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans les fonds, que ce soit celui de Kateb Yassine ou encore celui de Jean Sénac, qui se trouve à la Bibliothèque nationale du Hamma, qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore été exploités. En fait, ce poème, il a été trouvé chez une famille en France, puisque Kateb Yassine a vécu donc, chez cette famille, et puis ils ont retrouvé ce cahier où il y avait ce poème
Magnifique. En restant toujours dans la culture, mais on va prendre le large vers la Finlande. Et quand on dit Je Finlande... peux poser une question à vous Parce qu'on ne sait jamais. Je peux. une idée, oui. ماشي محرجة. Comment non J'espère, mais Allez. Comment expliquer c'est justement ces trésors qu'on retrouve tardivement des grands auteurs et Parce que c'est pas la première fois qu'on retrouve des œuvres. Parce que Kateb Yassine, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il a été même à la Mecque. Il a même fait un reportage à la Mecque. Hein. En clandestinité. Oui, voilà, il a même pris le bateau. Il a pris le bateau, il a été parler un peu de la Mecque à l'époque, etc. Et puis il a été au Vietnam, d'où l'homme au sandal caoutchouc. Donc il a parlé, il a été un peu partout en France, à Moscou, en Tchécoslovaquie de l'époque, en URSS, en URSS, avec l'ICIACHEM, partout, il a été partout et, donc on peut là il a écrit. Donc quand il a séjourné 1 mois ou 2 mois, 3 mois chez une famille où il a été même quand il a écrit Soliloque, d'autres poèmes, etc. Il a côtoyé. Donc, il a côtoyé la haute classe, comme il a côtoyé les dockers, comme il a côtoyé les travailleurs émigrés, etc. Donc, là où l'inspiration s'installe, son père, il est là à écrire, donc sûrement qu'il a laissé un cahier par-ci, un cahier par-là, puis des familles. Donc l'éventualité de retrouver d'autres œuvres est possible. Bien sûr. Même Mohamed Dib, récemment, ils ont trouvé, ça fait 2 ans, ils ont trouvé, sa femme Colette a trouvé dans une caisse aussi un inédit de Mohamed Dib. Magnifique. Il y a eu un livre sur Assia Djebbar, le manuscrit inachevé, qui est sorti pendant la période du Covid. Donc c'est un peu, il est passé inaperçu. C'est Média Plus. Yassine Hnachi. De Constantine. Et en fait, c'est un peu des fragments. C'était un manuscrit que Assia Djebbar avait commencé il y a plusieurs années. Donc, ça a été rassemblé par son éditrice. C'est un très joli travail. Il y a eu des romans qui ont été... C'est magnifique parce que ces auteurs continuent à vivre. Avec les annotations. Il y a eu des romans qui ont été publiés à titre posthume. Voilà, c'est ça. Il est comme le dernier était de la raison de Tahar Djaout. Oui. Donc, il y a eu quand même beaucoup de... C'est le travail des familles, des éditeurs et puis parfois des proches. Des proches des amis. Voilà. Ce qui est magnifique, c'est que ces auteurs continuent à vivre, même à travers ces c'est pour ça que retrouvées. C'est une seconde vie de des immortels. Absolument. Des immortels. Voilà. Absolument. Alors, donc je parlais de Finlande. Quand on parle de Finlande, on parle un peu je sais pas, quand on parle de Finlande, qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit? Alors, c'est pas la neige, c'est pas le fromage, la Finlande. C'est Dib, Mohamed Dib. Mohamed Dib, pour nous, mais pour tout le monde, c'est le sauna, peut-être. Sauna. Le sauna. Oui, il plonge en hiver dans de la glace. Le sauna, on parle des reines, la reine. Oui. La reine. C'est le pays du Père Noël. Oui, on parle des reines, on parle de ça, du Père Noël aussi. Et puis, on parle de ce qu'on appelle dans leur littérature, donc le Kalevala. Le Kalevala. Qu'est-ce que c'est? Le Kalevala, en fait, c'est le patrimoine oral. Oui. Les contes chimériques. Oui, c'est ce qu'on appelle le Mhajjat, Hanatawana, c'est Mohandouna, tout ça, etc. Oui. C'est des poèmes de grands poètes bardes qui ont été déclamés comme ça, et c'est la tradition orale chez les Finnois. Et c'est ce qu'on appelle Kalevala, donc ça parle un peu de leur tradition orale, de leur lutte pour la liberté, même s'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup d'ogres, il y a beaucoup de, comme on dit, le rouel, les ogres, etc., le youla, etc., dans leur tradition orale. Et c'est je pense, en 19e siècle qu'un folkloriste médecin qui s'appelle Ilyas Lonro, c'est lui qui les a un petit peu rassemblés. Il a pratiquement recueilli tout. Il y a plus de 32 000 vers
qu'il a récupéré, qu'il a essayé il y a eu deux versions, et c'était fin des années 19e siècle qu'il a commencé à les faire. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté déjà à Helsinki, et c'est pour le montrer à nos téléspectateurs du Bonjour d'Algérie. Puis je donne à Fela pour le montrer, voilà. Donc c'est le Kalivala. Il y a même l'histoire de la fiancée du loup. Justement, j'allais dire, mais t'as wahda. La fiancée du loup. Ah ben, je peux te proposer. On va terminer à midi, le Bonjour d'Algérie. Voilà. Donc je peux lire un petit passage. Hein. Oui, voilà. Juste pour nous mettre en appétit. Oui, j'ai parlé de la fiancée du loup et ça tombe bien parce que... Il y a le loup. Il y a la fiancée ou ma cache dip. Il faut guider la fiancée. Donner des conseils à la Vierge, qui guidera la fiancée, qui lui donnera des conseils. Homostar, la robuste femme, Kalivatar, la belle Vierge, entreprit de la conseiller, d'enseigner à cette orpheline comment agir avec sagesse, que faire pour être en faveur, avec sagesse chez l'époux, en faveur chez les beaux-parents. Elle prononça ces paroles, s'exprima de cette façon. « Ô fiancée, ma jeune sœur, mignonne petite Carole, écoute comme je te parle, prête l'oreille à mes paroles. » Donc c'est un peu dans l'esprit de famille, hein. On essaye de... C'est de la poésie un peu sage, où l'on parle un peu de l'importance de la famille. Oui. Et puis pour terminer... je voulais juste dire qu'il y a toujours une morale en fait. Oui, il y a toujours un message. Absolument. Comme chez nous, comme partout. Et pour ne pas trop tarder, parce que c'est trop tardé, je vais juste rendre hommage à une grande chanteuse algérienne, Behia Farah, qui est née en 1917. Elle était orpheline à 10 ans. Son oncle l'a pris en Tunisie. Elle a appris la danse. Elle est devenue grande danseuse, notamment dans l'oriental. Et puis... en France, dans les années 30, à partir des années 31, elle a été l'une des grandes chanteuses algériennes. Elle a chanté avec Slimane Azem, avec Zulka Allawa. Elle a commencé à chanter en arabe, elle a chanté en kabyle. Et puis, elle a marqué, on connaît beaucoup les divas de la chanson algérienne, mais on a oublié. Donc voilà, Behia Farah est reçue par d'autres chansons, Atassi Savoir et d'autres chansons. Voilà. Allah yarhamha wa wassa alayha, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que Dacine a de la chance, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, d'une grande dame, on passe aussi, on va parler d'une autre grande dame, Samira Hadjamal. Bonjour. Bonjour. On va... Jingle. Voilà. Alors, Samira. Oui, je voulais aujourd'hui parler de Ftouma Ousliha. Ftouma Ousliha qui a grandi au milieu de la bataille d'Alger. C'est ce qu'elle raconte. Oui, elle est née dans la case grande dame. Alger. Elle est fille d'un docker et d'une ouvrière. Donc, elle est née pendant la bataille d'Alger. Elle est née une période difficile. Donc, il fallait travailler pour pouvoir manger. Et elle n'a pas été très longtemps à l'école et elle a dû aller travailler pour aider et soutenir sa famille. Donc son premier job c'était dactylo, rien de passionnant. Mais quand vocation veut, vocation est. Donc Ftouma Ousliha va aller au théâtre tout de suite. Elle va se lancer après l'indépendance en 1963. Elle va aller au Théâtre national d'Algérie et elle va avoir de la chance de rencontrer Mustapha Kateb. Mais lui
va lui dire qu'elle a peut-être une voix pour le chant. Et il va l'orienter vers la chanson. Et on a un extrait où on la voit chanter. Alors d'abord, ce serait bien de le voir. Et On va voir ça je voulais juste dire que c'est une femme. tout de suite, oui. Voilà. Voilà, on aurait dû l'avoir on a vu le chanté. gé- on a vu le générique, On aurait- on a vu le c'est générique. parti à la fin. Ben oui, Voilà. tu vois, il faisait, il tournait un feuilleton du côté de la. On était dans la salle de rédaction, il était là, il nous a même proposé de faire avec Hajj Rahim et tout. Bon, on l'aurait vu, c'est une femme, moi personnellement, je la trouve avec plein d'expressions, avec une présence, un Elle a une charisme. grâce. Elle a un talent de fou déjà, Aussi. son regard, Ouais, ses absolument. yeux, ils sont... Et la séquence qu'on devait voir, c'était Behjazin Tel Jazair. C'était la chanson. On pourrait peut-être revoir là l'extrait. elle a été retrouvée. La chanson اسمها Behjazin Tel Jazair. Donc, c'est Fatoma Ousleha, c'est l'artiste qui vient juste après. D'accord. Alors, juste ce que Vocation veut, Vocation et Fatoma Ousleha va aller. Donc, elle va d'abord jouer au théâtre. Hein. Elle a eu de nombreuses interprétations. Je vais en citer quelques-unes, mais juste pour dire ce que son parcours de vie comment son parcours de vie a commencé. C'est l'oiseau. Elle a joué dans L'Oiseau Vert, une adaptation de Carlo Gossi, pardon. Et puis elle a joué dans 2 pièces cuisine de Abdelkader Safiri, Le Cercle de cris caucasien de Bertolt Brecht, c'est pas rien. Hein. Mais la rencontre avec son mari qui a changé un petit peu la Zelchouia, carrière. un peu plus Ouais, tard. Un peu plus tard. L'homme aux sandales de caoutchouc de Kate Biasine, t'en as parlé tout à l'heure, ben voilà, c'est ça. Elle a interprété des rôles, c'est pour dire, le théâtre c'est la meilleure école, c'est la meilleure formation et surtout la première base. Et pendant cette pièce de Kate Biasine, il y avait L'homme même aux la sandales. présence de Général Giap, il me semble. Oui, exactement. Donc son premier film, puisque tu en as parlé, c'était en 1973, Le Charbonnier, c'est de Mohamed Bouammari. Exactement. Qui reste le film qu'elle préfère dans sa C'est carrière. son premier film. C'est son premier film. C'est le premier film au cinéma. C'est son premier coup de cœur. Elle tombe amoureuse, bien sûr, de Mohamed Bouammari. Elle est avec lui. Et ça va être... Mais en fait, tout, j'ai l'impression, pour moi, c'est mon avis, que tout commence pour elle à partir de là. Même si elle a ce parcours de chanteuse, ce parcours de théâtrale, elle rencontre son mari. Et elle va jouer avec son mari. Hein. Elle a joué dans L'Héritage en 1974. Et on l'entend chanter aussi. Elle a, Oui. dans le film, L'Héritage, je crois. Oui, L'Héritage. Et puis, elle a joué en 1980, elle a joué dans Premier Pas. Et alors, c'est important parce que c'était en 1980 et elle a reçu le prix d'interprétation. Voilà. Ça lui a valu en tout cas un prix d'interprétation et je trouve que c'est très, très encourageant. Elle a un parcours de fou puisqu'elle a même joué moi je trouve magnifique ce film, Munich. Voilà, de Steven Spielberg. Elle a joué le rôle de Haïda. C'était en 2005. Mais elle a aussi joué dans Al-Qal'a, la citadelle de Chouir, de Mohamed Chouir. C'était en 1990. Les Sœurs aussi, je crois. Elle a joué dans Les Sœurs, mais c'est récent. C'est Amina Benguigui, c'est ça? C'est ça. Voilà. Elle a joué dans Hassania.
On a des affiches, je ne sais pas si on les a vues passer, c'est moi qui n'ai pas regardé. Non, je n'avais pas vu les de affiches. Hassan Nia. On peut voir les affiches, Amel? Donc, Il y a eu vraiment, Hassan. c'est vraiment un parcours. Et puis merci parce qu'on devait voir. On a vu quand même cette chanteuse Ilham. Je pense qu'on doit essayer de chercher. Ah, toi, t'es revenu vers Ilham. D'accord. La prochaine fois, on Allez. essaiera de parler de. Non, on va revenir avec Thomas Osleha. Mais pour revenir par rapport au film L'Héritage, elle a chanté Ikhwani la tansaw shuhada. Elle a chanté, bien sûr, elle a chanté aussi à l'ouverture en 2007. C'était émouvant d'ailleurs. Oui, elle est Très émouvante, elle a une présence, elle a une voix, elle a une verve. Cette verve, je suis certaine qu'elle l'a développée au théâtre. Elle a joué avec les meilleurs, elle a aussi joué sous la direction des meilleurs. On voit les affiches. Voilà, ça c'est Merci. l'héritage. Merci Amel. C'est Voilà, on répétant. voit les Ah, la fiqa, merci. Ben, ici, on raconte tout. Hein. Amel, c'est la réalisatrice. Amel, c'est la réalisatrice. La strip, c'est la fiqa. Bah écoute, c'est une équipe. Ben oui. C'est une équipe. Allez. Non, c'est pas Amel. Hein. Donc 1989, elle joue dans Hassania. Moi, ce film, je le trouve magnifique. Ouais. Le réalisateur, c'est Raouti Ben Debbouche. Voilà. Et puis 2006, elle a joué dans Baraket de Jamila Sahraoui. Elle a joué aussi en 2012. Hassan Nia. Voilà, 2012, elle a joué dans la baie d'Alger. Voilà, c'était un petit clin d'œil. La prochaine fois, on aura l'extrait, on pourra Passionnant, voir. en tout cas. Voilà. Oui. On aura l'extrait. Et elle fait partie, j'ai envie de dire, du patrimoine national, cinématographique, audiovisuel, musical. On aura peut-être sur le plateau. Inch'Allah, j'espère sincèrement Oui. qu'elle pourra venir un jour ici. L'invitation est lancée. Inch'Allah, l'invitation est lancée comme dirait Yazid. En tout cas, tous deux ont marqué. Mohamed Mouammari, son mari, et elle-même ont marqué la scène, le cinéma voilà, de l'Algérie et son patrimoine. Allah yarhamou Bouammari. Je le rencontre très Exactement. souvent au quartier des Asphodel, Hassan Mahiouz. Oui. C'était quelqu'un de vraiment. Son dernier film, Le Mouton, des je pense, mais malheureusement, il n'a pas été monté. Je pense qu'il a terminé, il a fait un film, a commencé le tournage et après il est décédé. Il est décédé. Film Le Mouton, en fait. Il y avait même le grand Cantona, Eric Cantona, qui a joué dans le film. Dans le film, voilà. Exactement. En tout cas, il nous a laissé des choses. En tout cas, merci à vous deux pour ces rubriques. Et c'était passionnant en tout cas. Passionnant. Ouais, oui. Donc, Là, mais ça du va. cinéma, on passe à l'entrepreneuriat. Et on va regarder tout de suite un sujet d'Amel Bouakba pour parler de la 19e plutôt, édition du Salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous voulez explorer de nouvelles opportunités et découvrir les dernières tendances sur le marché du travail, Algeria Job Summit est fait pour vous. Moi, je suis TS en informatique de gestion. Il y a des bonnes opportunités. Les demandeurs d'emploi doivent s'inscrire sur la plateforme Wasset au préalable et par la suite, ils vont recevoir un message pour se rapprocher à l'agence la plus proche du demandeur d'emploi. L'objectif de notre participation, c'est de renforcer la visibilité des services numériques de l'ANEM, ainsi que d'échanger avec les acteurs clés du marché de l'emploi. Véritable carrefour de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat, cette 19e édition du salon offre de nombreuses opportunités. Tous les jeunes doivent tenter leur chance, vu qu'il y a des entreprises qui recrutent, des startups qui peuvent prendre de leur expérience et se lancer dans l'entrepreneuriat, des clubs scientifiques qui peuvent les aider à travers les formations gratuites. On a plus de 100 postes ouverts au recrutement actuellement, spécialement dans l'IT, dans le commercial, dans les moyens généraux et aussi dans le marketing. Depuis ce matin, on a reçu plus d'une 50aine de CV. On a plus de 200 projets. On les aide la paperasse pour labelliser les startups تاعهم. En même temps, on les forme pour le business plan. Comme la mienne, j'ai Worky RH. C'est une plateforme B2B qui va aider et simplifier le système RH, le travail RH, à l'aide des algorithmes et même des IA qui vont vraiment automatiser le travail
et le simplifier. Et je suis candidat le challenge meilleur business plan en Algérie. Club 100% scientifique et médical de la faculté de médecine d'Alger. Notre but est de former les étudiants à être des médecins compétents avant leur graduation. Nous proposons plusieurs formations médicales, que ce soit de la suture, du secourisme, les soins infirmiers, bref, tout ce qui touche au domaine médical. Ce salon qui s'étale sur 3 jours comprend des conférences, des panels et des ateliers. Avec en ligne de mire... On a prévu un challenge, il est en cours. Ce challenge prévoit, ça veut dire qu'on a lancé l'appel, on a reçu une trentaine de projets, on a fait une première sélection, on a retenu 10. Donc ces 10 projets vont être coachés. Au niveau, là, ils ont une salle avec des coachs professionnels et à partir de là, on va choisir les 3 meilleurs. Ce salon se poursuivra jusqu'à ce lundi, une occasion à ne pas rater pour les chercheurs d'emploi. Donc, ce salon se termine en effet aujourd'hui. Et Amel Bouarba parlait d'un challenge. Et le challenge, justement, pour nous donner plus de détails, nous avons le plaisir de recevoir Madame Zohra Mahi. Bonjour. Vous êtes chef département ingénierie et finances. Donc, financière. Voilà, ingénierie financière. Et vous êtes aussi parmi les organisateurs et chargé de coacher du suivi de ce challenge. Voilà, l'accompagnement. Voilà. Il y a, si j'ai bien compris, il y a 10 projets qui ont été retenus 11, voilà. On a lancé un challenge, on a reçu 30 projets, donc on a fait une présélection. Donc parmi la présélection, on a pu retenir 11 projets avec 23 porteurs de projets. Et ces porteurs de projets et les 11 projets ont bénéficié hier d'un coaching pour élaborer un business plan. Et ils ont bénéficié d'un coaching pour que dans le pitch, donc comment communiquer, présenter leur projet, en même temps convaincre les jurys et les investisseurs. Pourquoi pas. Dans cette édition, c'est ça la particularité, je crois, c'est cette année. La deuxième, voilà, c'est le deuxième challenge avec ce challenge, voilà. Donc l'année dernière, il y a eu aussi un lauréat. Challenge. Et vous faites l'accompagnement après? Oui, il y a un accompagnement technique et il y a eu même, c'est-à-dire on va remettre des cadeaux et une pour somme, les porteurs de projets. Une somme financière pour que les personnes ou les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs puissent monter leur projet. Comment se passe jusqu'à maintenant ce challenge? Le challenge. Sachant qu'aujourd'hui, on connaîtra les noms des 3 lauréats. Ils vont passer devant un jury. Donc le challenge a commencé hier. Ils ont bénéficié d'un coaching, donc 2 types de coaching. Donc un coaching concernant le meilleur BMC, Business Model Canva. Donc ils vont commencer à rédiger leur projet dans un BMC et en même temps ils ont bénéficié d'un pitch. Donc comment présenter leur présentation, leur projet devant un jury et même comment convaincre un investisseur ou bien un preneur pour pouvoir prendre ou adopter son projet. Il faut préciser que l'intelligence artificielle est le thème de cette année, l'environnement aussi, l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, l'eau et l'agriculture. Voilà. Pourquoi ces thèmes Ces thèmes, parce que c'est la tendance d'aujourd'hui. C'est à peu près, on est obligé de s'aligner dans ces thématiques, notamment en relation avec l'IA et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on a présenté des panels en relation avec l'intelligence artificielle, en relation avec l'emploi, les nouvelles tendances, notamment le transport. Voilà, c'était en relation avec le transport. Et quelle est la particularité par rapport au projet? Qu'est-ce qu'on a proposé comme projet d'une manière générale? Bon, c'est-à-dire les porteurs de projets, c'était une large gamme de projets, donc en relation toujours avec les 4 thématiques, les ressources humaines, donc en relation. On a le droit de donner des détails ou pas? Justement, j'ai fait un tour hier, donc j'avais pour savoir quels sont les types de projets. C'était la majorité, c'est des plateformes, des logiciels en relation avec l'IA et les 4 thématiques, c'est les énergies renouvelables, l'agriculture, supply chain et les ressources humaines. Donc, et il y avait un produit
c'est-à-dire un produit maturé, proposé par un porteur de projet. Donc c'était différent par rapport aux autres. Donc, et justement, la particularité hier, on avait eu la visite des investisseurs. Donc ils ont fait un tour et ils ont vu quelques projets qui sont en train de maturer leur projet. Et il y a des projets qui peuvent être sélectionnés et par ces investisseurs. Donc, il ne suffit pas d'être sélectionné, mais il y a aussi des projets qui sont même pas lauréats, mais ils seront pris et maturés par ces investisseurs, intéressés par leurs produits. Vous êtes chargé du coaching. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Qu'est-ce que vous comme conseil, c'est présenter un BMC. Donc le BMC, c'est autour de 9 actions et thématiques. Ce sont des règles à respecter. Voilà, c'est des règles. Comment convaincre les clients, quelles sont les faiblesses, quels sont les points forts de votre projet. Il faut faire un financement, un plan de financement. Quelle est la cible? Est-ce qu'il y a des concurrents? Parce que le principe de ce challenge, c'est proposer un projet innovant. Donc, et qui dit projet innovant, c'est-à-dire il y a un projet nouveau qui va entrer sur le marché et pourquoi pas avoir un monopole d'exploitation sur ce produit-là. Mais les plateformes se ressemblent. Comment après distinguer l'innovation dans un projet, justement? Justement, l'innovation, demain, Inch'Allah, aujourd'hui, donc on aura parmi les jurys des investisseurs. Donc, ils sont mieux placés et connaisseurs dans ces types de projets et innovations. Donc, c'est eux qui vont sélectionner et élire les meilleurs projets, c'est-à-dire par rapport aux nouvelles tendances et nouvelles innovations. Car les plateformes, moi j'ai vu, on va souvent vers les plateformes. Est-ce que ce n'est pas une facilité aussi? C'est une facilité. Donc, on a constaté que la majorité, c'est une facilité en matière de coût et en matière de temps. Parce que par rapport au brevet d'invention, ça nécessite des prototypes, des moyens. Par rapport à une plateforme, c'est facile de la gérer et de la concevoir. Et bien par rapport en matière de protection, parce que les coûts de brevet, ça chiffre. Par rapport à un titre de droit d'auteur tel qu'un logiciel, c'est carrément rien du tout. Ça s'accélère quand même en matière d'intelligence artificielle, ça s'accélère. Hein. Il y a une stratégie nationale qui est en train d'être mise en place. La semaine prochaine aussi, tout un événement autour de l'intelligence artificielle. C'est les projets du siècle. Madame Mahi. Oui, justement. Quel est le profil des jeunes qui vont vers Le profil, c'est tous des porteurs au sein des universités. C'est des universitaires qui sont en train déjà, ils ont commencé leur projet et à travers ce challenge, on va essayer de les accompagner pour maturer le projet, réaliser le prototype. Par certains, c'était en phase d'idée et on va essayer à travers l'accompagnement technique que va aider l'Envredette à le finaliser. Donc, bénéficier d'un accompagnement en matière de prototypage, réaliser un business model Canva, pourquoi pas aller vers un label projet innovant, label start-up, pour pouvoir bénéficier de certains avantages qui sont donnés par le ministère des start-up. Voilà. Le lauréat de l'an dernier, est-ce que vous avez des nouvelles? Où est-ce qu'il a... Généralement, ces porte-projets relèvent des incubateurs universitaires. Donc, ils ont bénéficié d'un accompagnement et maintenant, ils sont en train de gérer et créer les étapes de création de leur start-up. Et il y a beaucoup d'emplois, justement, c'est un salon aussi de l'emploi. Est-ce qu'il y a eu des emplois, plutôt des postes d'emploi qui ont été proposés lors de cette édition? Oui. Donc, c'est-à-dire lors de ce salon, il y a plusieurs entreprises qui ont proposé, c'est-à-dire des emplois, des postes de travail pour les étudiants et toute personne intéressée qui respectent certains profils et conditions. Oui. En tout cas, notre reporter a fait un tour et elle est revenue avec un reportage et elle a rencontré beaucoup de jeunes. Oui. Et ça a attiré beaucoup de monde et beaucoup de jeunes notamment. Donc on va regarder ce reportage, un excellent reportage qu'a fait Frial Cheikh pour nous raconter un petit peu cette édition, cette 19e édition de ce salon.
Le salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat a rassemblé un large public, composé d'étudiants, de jeunes diplômés et de chercheurs d'emploi, ainsi que des entreprises publiques et privées. Cette édition se distingue avec l'intégration des nouveaux métiers. L'intelligence artificielle, les métiers du transport et de la logistique moderne, mais aussi l'industrie 4.0. Nous avons aussi fait participer les clubs scientifiques des universités algériennes et nous avons fait la promotion de leurs projets. Nous avons fait participer aussi les startups et les porteurs de projets. Donc les objectifs de cette édition, c'est la 19e édition déjà, nous avons essayé de faire participer un maximum d'étudiants à nos panels, nos conférences, et nous avons essayé de donner des informations sur l'employabilité en Algérie, sur le concept d'auto-entrepreneur, sur l'accompagnement des startups qui est fait par les organismes nationaux qui sont une force pour ces nouvelles entreprises. L'événement a offert un espace d'échange et d'opportunités. Parmi les étudiants présents, certains se sont intéressés à la formation. Je suis en Master 1 à l'UCHB hydraulique urbaine. جيت لهنا باش نسقسيك على beaucoup plus les opportunités تاع الفورماسيون parce qu'on a vraiment واش راني نقرا في l'UCHB c'est la partie théorique. مازال ما تلاقيتش vraiment في الميدان يعني الحوايج براتيك. Donc on vous souhaite la bienvenue. Donc nous avons nos ingénieurs, nos responsables qui vont vous accompagner. Donc il y a même des sorties, des sorties sur terrain. Donc nous avons nos propres ouvrages hydrauliques. Donc tout ce qui est station de dessalement, station de traitement, station de pompage, le fonctionnement des forages, le process de traitement de l'eau. On a essayé de se focaliser sur les métiers de l'intelligence artificielle, donc tels que les développeurs, les créateurs de plateformes, la cybercriminalité, cybersécurité, tous ces métiers qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. Donc moi je leur dis de venir, de consulter, de discuter avec les exposants. Ils vont vous donner quels sont les métiers. Et les profils, donc les profils, c'est bien sûr on vise les jeunes diplômés, même ceux qui ne sont pas diplômés, donc c'est pratiquement tout le monde qui est le bienvenu. D'autres étudiants algériens ont profité du salon pour présenter leurs projets innovants et échanger avec des professionnels sur les possibilités de développement et de financement. Nous avons réalisé un robot nettoyeur des panneaux solaires. L'idée nous est venue après avoir constaté les problèmes liés à la poussière sur les panneaux solaires qui diminuent le rendement de celle-ci. Club Ozone, c'est un club scientifique. Leur but, c'est vulgariser la chimie. Donc, au Shindero, on fait la réalisation et développement de les projets. On dit toujours un problème. L'indéolo la résolution تاعو. Donc chaque fois نشوفوا زعما un problème de pollution ou là احنا نسيو نديرو des recherches et développement pour réaliser un projet. C'est une bonne initiative pour les jeunes étudiants de leur offrir des postes d'emploi et des chances et des opportunités pour atteindre leurs objectifs. Le salon s'est ainsi affirmé comme un espace clé pour favoriser l'accès à l'emploi, encourager l'entrepreneuriat et accompagner les talents vers un avenir professionnel promoteur, en intégrant les enjeux de la transformation numérique et technologique. Donc, Madame Mahi, nous avons découvert avec le reportage de Fria El Cheikh le village start-up. C'est une nouveauté cette année. C'est une nouveauté cette année. Donc, oui. C'est un village start-up. On a fait appel à des porteurs de projets au sein des incubateurs universitaires. Ils ont exposé leurs projets innovants et des produits. C'est des produits concrets, maturés, réalisés et finalisés.
Donc c'est devenu une tradition maintenant, ce salon. Comme tout à l'heure, il y avait l'université présente de Mouled Mohamed Tizi Ouzou et l'école supérieure de Kouba, l'UNS Kouba. Donc ils ont présenté des projets très intéressants en relation avec l'environnement, l'intelligence artificielle et l'IA. Voilà. Vous pensez déjà à la 20e édition? Oui, c'est très prochainement. Notre édition. Oui. Ça ne sera pas à Alger, mais je préfère l'annoncer plus tard. Délocaliser. On laisse l'endroit pour plus tard, pour annoncer de toute façon la 20e édition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce salon est une occasion, une belle opportunité pour tous les jeunes chercheurs de projets, et puis pour trouver des opportunités qui se présentent à eux, c'est sûr, ça c'est certain. Oui, d'ailleurs, par rapport à l'année passée, le challenge, donc cette fois-ci, on a permis aux investisseurs d'aller voir ces projets qui ont été coachés. Donc, et justement, on a eu pas mal de projets qui sont peut-être seront pris par ces investisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mahi. C'était très enrichissant, en tout cas. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Et on aura peut-être l'occasion de recevoir les lauréats? Oui. Il va y avoir 3? 3. Donc, dans une an, Inch'Allah, ils vont passer devant un jury et l'après-midi, on va les récompenser. Donc, on va attendre ça avec impatience. En tout cas, restant toujours dans le domaine des startups, on va regarder tout de suite le reportage de Samia Bouhalour sur les startups et la fintech, voilà, et paiement. L'an 2025 sera une année clé pour la FinTech en Algérie, d'après les responsables du secteur, avec la généralisation du paiement électronique et des réformes législatives, et ce, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à encourager l'innovation, l'inclusion financière et les partenariats entre start-up et entreprises locales. Et l'objectif d'organiser ce sommet, c'est faire rencontrer les parties prenantes de l'écosystème باش يحكيو ما بيناتهم باش يتلاقاو وهذه c'est la 3e édition ماشي la 1re édition. Donc à chaque fois après la fin de l'événement نديروا des recommandations, on propose des recommandations معناتها الكامل اللي عندهم علاقه les partenaires à partir du gouvernement نمدوا les ministères des recommandations et le plus important c'est les recommandations en considération. La 3e édition de la manifestation a connu la participation d'experts, d'hommes d'affaires et d'investisseurs en vue de discuter des questions principales dans le domaine de la technologie financière et du commerce électronique, à travers des conférences, des ateliers de travail et des séances de réseautage professionnel. Je suis acteur dans tout ce qui concerne la blockchain, Web3 et aussi l'intelligence artificielle. Il y a un proverbe qui dit tout ce qui marche ailleurs, on peut le transposer, c'est un projet positif. En Algérie, on peut. Par exemple, la traçabilité alimentaire, la traçabilité qui permet d'augmenter la confiance, c'est quelque chose qu'on peut le transposer dans le marché algérien. Et d'ailleurs, il y a des projets qui travaillent là-dessus. Je suis ravi qu'il y ait des projets de digitalisation, comme le Battle Startup que l'on est en train de vivre, auquel j'étais jury. Il y a un projet de digitaliser tout le process bureaucratique. C'est vraiment une grande chose. Bon, je pense que l'Algérie elle a de bons avenirs devant elle. L'auto-entrepreneur est l'une des réalisations les plus importantes du secteur, d'autant plus que des dizaines de milliers de jeunes en ont bénéficié. Spinet, donc c'est une start-up qui font des solutions connectées, à savoir des cartes visite connectées avec NFC et QR code. Et il y a tout un système derrière, ils ont développé une application qui va faciliter le networking et avoir une centralisation de tous les contacts. الفكرة تعفيف هي منصة متاجر إلكترونية، يعني المستعمل تعفيف يدخل ويسجل حساب عندنا ومن بعد هذاك الحساب يقدر ينشأ عدة متاجر إلكترونية ببساطة دون الرجوع ولا دون الحاجة إلى مطور يعني. Dans la start-up, on a 3 solutions. 2 solutions visées en B2B et une application mobile visée en B2C. Cette solution permet de gérer le portefeuille des citoyens algériens qui dépensent beaucoup trop dans leurs courses. Fawtara, c'est une plateforme تخلي أي جمعية
entrepreneur شركة تحب تكري دي فاكتور ديجيتال ومعناتها نقدر نقول لا ديماتيرياليزاسيون دو لا فاكتوراسيون دونك لا فاكتوراسيون ترجع ديجيتال ودرنا بها لا بروميير اكسبيريونس تاع لا فونت دي زاكسيون اون لين تاع اون ستارت اب والمره هذه راه يصرى فيها لا فونت دي زاكسيون تاع لا بنك BDL. Une nouvelle compétition s'introduit dans le champ des concours dédiés exclusivement aux startups pour booster celles-ci dans les secteurs stratégiques identifiés par les pouvoirs publics. On fait le lien entre les entreprises et les divisions de recherche dans les universités. Il faut que les deux mondes se parlent. On est content qu'on a quand même un ministère de startups, ce qui est quand même rare, voire unique. Je suis vraiment ravi d'avoir que les autorités ont pris plein le corps ce sujet. Après, il faut absolument encourager les capital risques d'investissement. En Algérie, pas tout le monde qui croit au risque. Il faut absolument encourager ces investissements, faire de l'acculturation, l'inclusion financière, pour qu'on puisse croire à des projets. Cette édition était une occasion pour réunir les professionnels du secteur et les experts internationaux pour échanger les idées et les expériences. En effet, ça s'accélère, n'est-ce pas, Hasna Zouberi? Et sans transition de la fintech et de l'intelligence artificielle à la sécurité routière, après le jingle. D'ailleurs, on utilise l'intelligence artificielle pour diminuer un petit peu des dangers de la route. On a les cartes de route déjà pour connaître les chemins. On a le Maps qu'on utilise, qui n'utilise pas aujourd'hui. Quel conducteur n'utilise pas le Maps déjà pour connaître l'itinéraire. Donc voilà, donc l'intelligence artificielle, ça devient aujourd'hui, on l'utilise quotidiennement. Voilà. Et il y a une ville qui donne l'exemple dans le respect du code de la route, c'est la wilaya de Saïda. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. D'habitude, on tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, je voulais vraiment donner un bon exemple à suivre. C'est-à-dire la wilaya de Saïda qui a vraiment enregistré un faible bilan d'accidents de la circulation durant l'année 2024. Deuxième wilaya classée, je crois. Deuxième wilaya classée. Après Khenchela, la wilaya pilote. L'année passée, vraiment, Khenchela a été vraiment donné l'exemple comme wilaya qui a vraiment respecté le code de la route, vu que le nombre de morts et blessés, même le nombre d'accidents de la circulation a été nettement revu à la baisse, suivi de Saïda comme deuxième wilaya à l'ouest du pays. Si on doit donner des chiffres à titre comparatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quels sont les wilayas qui sont en hausse, par exemple? Alors, il y a toujours Alger, la capitale, qui enregistre un lourd bilan d'accidents de la circulation depuis quelques années déjà. Elle est toujours suivie par les wilayas du centre. On a des chiffres? On a des chiffres. Pour la wilaya d'Alger, généralement, c'est entre 5 000 à 6 000 accidents. Bon, c'est le territoire national, par contre. 4 500 accidents, 4 500 morts à travers le territoire national. Et la wilaya d'Alger, elle prend la part du lion chaque année. Elle est toujours suivie par les wilayas du centre, à savoir Blida, Tipaza. Il y a aussi la wilaya de Sétif qui enregistre souvent un bilan de la circulation qui est très lourd, notamment le nombre de blessés. Il faut savoir que la wilaya de Sétif est une ville pilote, une ville de transit, excusez-moi, une ville de transit. Saïda ou Sétif? Sétif. Oui. Sétif, donc il y a beaucoup de personnes, donc de passagers, que ce soit les bus ou conducteurs qui passent par Sétif pour aller à d'autres destinations. Saïda, on parle de l'est du pays. Si on compare par la wilaya de Saïda, aussi c'est une ville transit. Donc on passe par Saïda pour aller à Al-Biyad par exemple, pour aller au sud. Et malgré ce positionnement de Saïda, malgré ça, elle a enregistré quand même un très faible d'accidents de la circulation durant l'année 2024. C'était à peu près 400 accidents durant toute l'année et 21 morts. Alors que 21 morts, habituellement, durant le mois de carême, par exemple, c'est en une seule journée 21 décès. Oui, moi je quand dirais... il y a des collisions graves.
Moi, je dirais qu'un mort suite à un accident de voiture, c'est un mort de trop. Bien sûr. Ça, c'est clair. Je rappelle que tu as réalisé un documentaire autour de la wilaya, autour des accidents de la route, notamment dans la wilaya de Saïda. On va d'ailleurs regarder un extrait et revenir au débat. Oui. Première halte de notre tournage est cette modeste auto-école qui a formé des générations de conducteurs dans la wilaya de Saïda. Ammi Sid Ahmed nous fait savoir que tout commence par la formation. Apprendre aux futurs chauffeurs le code de la route et la conduite est pour lui une lourde responsabilité qui doit se faire dans les règles de l'art. Et dans le domaine de la conduite, il faut une éducation spéciale. Les heures, c'est-à-dire les heures, elles sont suffisantes. Lorsqu'on a un bon moniteur, elles sont largement suffisantes. Parce que des fois, on peut apprendre à un candidat en un court délai à conduire. Par contre, le code de la route, il est nécessaire de prolonger et d'inviter et d'insister à ce que l'élève ait une bonne formation dans le code de la route. Et les auto-écoles, à travers leur fédération, se mobilisent régulièrement aux côtés des forces de l'ordre dans les campagnes de sensibilisation au profit des automobilistes. Et notre tournage dans la wilaya de Saïda a coïncidé avec le lancement d'une campagne de sensibilisation par le groupement régional de la gendarmerie nationale de Saïda visant à prévenir les accidents de la route lors des intempéries. بالهاتف النقال يصوني لك واحد 30 سكوند برك تجبد التليفون تشوف برك شكون اللي راه يعيط لك هذيك الهفوه برك قادر تروح تهرب لك الفولون ودير اكسيدون بعيد الشر ليك وبعيد الشر للعائلات اللي راهم معاك. نتمنى من الشعب ينقص لا فيتاس يفيريفو صوالحهم يولي سوير كلاص راه كاين ضباب راه كاين لي زاكسيدون بزاف نتمنوا يتوخوا الحذر راه كاين الجديد راه كاين ديراباج. Seule la sensibilisation ne suffit pas, raison pour laquelle les services de sécurité ont recours également à la dissuasion à travers l'application rigoureuse du code de la route. En milieu urbain, la direction de la Sûreté nationale de la wilaya de Saïda sévit les conducteurs qui commettent des infractions. أما بخصوص الشق الردعي تتمثل في ما يلي تطبيق أحكام قانون المرور وكذا القوانين المتعلقة بتنظيم. Concernant le volet répressif, la Sûreté de la wilaya de Saïda tient à l'application rigoureuse du code de la route, l'organisation de la circulation routière, fluidifier la circulation, notamment au niveau des points noirs, et l'emplacement des radars, afin d'inciter les conducteurs à réduire de la vitesse. Durant l'année 2024, la wilaya a enregistré 425 accidents de la route qui a engendré 17 décès et 652 blessés, alors qu'un an auparavant, 447 accidents a été enregistré, générant 21 décès et 640 blessés. Un bilan bas comparé à d'autres villes du pays, ce qui a réjoui les conducteurs interrogés. الناس توعت شويه ماشي كاع مو بصح شويه توعت هي كانوا لي زاكسيدون هي لي زاكسيدون اللي يعملوا لا بليبار لي جون يستعملوا التليفون يسوقوا يستعملوا التليفون وكاين ثاني الناس الله يهديهم راهم يدوب ديك ادروات يدوب ديك اغوش وثاني الدوله راه تقوم بمجهودات ثاني طرقات راهم يوسعوا الطرقات خارج المدينه من مجد حمام ربي طريق حنا نتمنوا ان شاء الله الطريق تاع الصحراء هذه من مجد تسفيد والبيض يزيدوا يوسعوها شويه. D'après les services de sécurité, le facteur humain est à l'origine de 96% des accidents de la route.
Seule l'éducation et le respect de la réglementation en vigueur sont à même d'atténuer de l'hécatombe qui s'abat sur les routes. Et voilà un exemple à suivre avec la wilaya de Saïda. Mais je te disais qu'il y a des femmes agents de l'ordre. Et j'ai remarqué que dans les wilayas, il y a plus de femmes exactement, que dans la capitale. On les voit très rarement. Ouais. Mais à l'intérieur du pays, de belles femmes, oui, exactement. Donc, pour revenir vers les facteurs qui ont contribué. Tu les as cités dans le reportage. Exactement. Il y en a d'autres? Alors oui, il y en a d'autres. Moi, j'ai abordé dans cet extrait 2 facteurs qui ont nettement contribué à la baisse des accidents de la circulation. Je me suis trompée tout à l'heure sur les chiffres. Alors, c'était 21 accidents durant l'année 2023 et 17 accidents seulement, 17 morts plutôt seulement durant l'année 2024. Donc, on voit le progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Exactement. Et puis, il y a le mois de Ramadan qui approche. Il faudrait peut-être lancer un appel, l'occasion de lancer un appel. C'est toujours le mois le plus où l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. Le plus catastrophique. Exactement. Oui. Donc pour les facteurs revenant là, donc il y a, j'ai cité dans le reportage le facteur de la formation, à la conduite qui est très important. Bien former les futurs conducteurs, bien sûr, contribue énormément à la baisse des accidents de la circulation. Comme deuxième facteur, je citerai éventuellement, bien sûr, respecter le code de la route et la contribution des agents de l'ordre justement pour ramener ces conducteurs à la raison à travers des amendes, à travers voilà, donc l'application rigoureuse du code de la route. Et on revient aussi sur les efforts fournis par les autorités locales, comme l'ADTP, donc revêtement de la chaussée, l'inauguration de nouvelles routes nationales, notamment les campagnes de sensibilisation, les dédoublements, les campagnes de sensibilisation menées par les associations de lutte contre l'incivisme routier, mais aussi par les forces de l'ordre. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont fait que Saïda aujourd'hui est vraiment une wilaya qui est à suivre. Voilà. Un bon exemple. Pour Ramadan, on est à quelques semaines de Ramadan. Beaucoup de campagnes sont mises en place par la police. Il y a un dispositif particulier? Un dispositif, bien sûr, que ce soit en milieu urbain ou sur le milieu rural. Certainement, il y aura des radars, comme de coutumé, donc des radars qui sont en place, notamment sur les points noirs, dans les grandes villes comme Alger, Oran et Sétif. Et voilà, donc il y aura aussi des campagnes de sensibilisation qui seront menées, comme je l'ai dit, par les associations de lutte contre l'incivisme routier et les forces de l'ordre, aussi par la DNSR qu'on salue aujourd'hui, qui font un travail remarquable, la délégation nationale à la sécurité routière, où dans chaque wilaya il y a des représentants de cette délégation. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour à peu près. J'espère que ce mois de Ramadan moins meurtrier, sera plus calme par rapport aux accidents de la route. On ne le dira jamais assez. Il faut être prudent sur la route. Le téléphone portable, c'est l'inconscience. C'est aussi et la vitesse aussi qui fait que abuser moins du champignon, comme je le dis à chaque fois. Inch'Allah, espérons que toute cette sensibilisation apportera ses fruits, Inch'Allah. Inch'Allah. Juste une dernière question. C'est dans les statistiques, est-ce que c'est les femmes ou les hommes qui commettent? Alors, j'ai pas eu vraiment un bilan détaillé. C'est un bilan qui m'a été remis par la protection civile de la wilaya de Saïda, mais généralement, on dit que c'est les hommes. Et c'est la tranche d'âge des jeunes entre 18 et 35 ans. C'est toujours cette tranche d'âge qui commettent beaucoup plus de... Ce qui est sûr, c'est que toute vie est précieuse, toute vie humaine est précieuse, et donc on fera attention quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Inch'Allah. Merci beaucoup Hasna Zouberi. Au plaisir. Inch'Allah, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Inch'Allah. Très bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Donc je vous laisse avec cette transition des images qui vont un petit peu nous faire visiter quelques coins d'Algérie. Allons-y.
Alors retour sur le plateau et on retrouve sans plus tarder la belle Amina Ziri qui nous régale avec ses balades culturelles, socio-culturelles, patrimoine culturel. Les couleurs d'Algérie, je dirais. Exactement, et la richesse de l'Algérie sur tous les plans, notamment sur le plan patrimoine culturel. Donc on fait ce qu'on peut, on fait notre devoir et je suis ravie de te retrouver Fella, toujours plaisir, comme d'habitude. Plaisir partagé, Amina. Plaisir partagé. Rappeler mes débuts à la radio. On a fait nos débuts à la radio ensemble. Donc, j'espère qu'on va passer un agréable moment. Comme d'habitude. Comme d'hab, Inch'Allah, ya Rabbi. On va revenir vers toi après le jingle. OK. Alors, rebonjour Amina, et aujourd'hui c'est aussi une belle découverte, deux beaux ouvrages et un invité de marque aussi. Exactement, donc notre invité, il est très connu, quand je le reçois à la radio, il a passé sa vie à défendre et à promouvoir notre patrimoine culturel. Il s'agit de monsieur Abdelkader Ben Dahmesh, écrivain et chercheur. Donc, bonjour Monsieur Ben Dahmesh, marhaba bik. Un chercheur qui cherche toujours. Pardon? Un chercheur qui cherche toujours. Il cherche toujours, oui. Et donc, c'est un régal et c'est un plaisir, c'est un honneur de le recevoir. Monsieur Ben Dahmesh, vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration, cadre supérieur au ministère de la Culture durant de longues années et producteur et présentateur d'émissions radio et télévision et professeur du patrimoine culturel à l'université d'Alger. Il est là aujourd'hui, notre invité, pour parler de son dernier livre consacré à un monument au grand, au cardinal, le Hajj Mohamed Al-Anqa, intitulé donc au Panthéon patrimonial de la chanson chabée. Voilà. Très bel ouvrage. Absolument, oui. Oui, merci bien. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, surtout pour présenter à chaque fois Cheikh El Hadj Mohamed Al-Anqa, qui mérite d'être élevé à ce niveau-là, surtout quand on parle de Panthéon, quand on parle de l'Anqa. Tout le monde est d'accord pour dire oui, c'est lui depuis le début du XXe siècle, c'est lui, tout ça, c'est lui. Mais il n'y a jamais eu un livre, un beau livre, Hadja comme ça, importante, qui met en valeur de ce monsieur. Donc, moi j'ai toujours attendu, depuis le livre qui lui a été consacré, c'est un modeste livre de Rabih Saadallah à l'époque, en 1981, à la Maison des Livres. Depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est intéressé franchement à ce livre. Et puis, aujourd'hui, je pense que je suis en fin de carrière, je pense. Non, monsieur Donc, je me suis consacré à ce monsieur. D'ailleurs, je fais le même travail pour Sidi El Khadr Ben Khlouf. C'était en 2018, il est sorti en 2018 et j'ai mis pratiquement 7 ans pour le faire. 7 années. Sidi El Khadr Ben Khlouf. J'ai mis 3 tomes, quelque chose de magnifique. Je me suis toujours dit, moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Sidi El Khadr Ben Khlouf est un monument de la culture nationale. J'aurais beaucoup de difficultés à le faire. Je n'ai pas la formation je n'ai pas tout ça à l'époque. Et vous l'avez quand même. C'était un travail fabuleux. Absolument. Là, je voulais juste rappeler que M. Ben Dahmesh, quand même, vous avez travaillé beaucoup sur les artistes. Je tiens à rappeler que vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés au patrimoine culturel algérien et l'histoire des grands artistes, notamment les figures emblématiques de la musique chabée algérienne, telles que Boudali Safir, la troupe artistique du FLN. Vous avez publié un livre extraordinaire sur Mahboubati, que j'ai adoré, que j'ai lu maintes fois, et intitulé Artiste de légende. Véritablement un artiste de légende. De légende, donc artiste aussi à Hassisen, le Cheikh Hassisen, le Chabi, la Révolution
un parcours. C'est ça. Vous avez écrit aussi... Et puis il a fait partie de la troupe artistique du FLN également. Exactement. C'est un grand monsieur qui a cherché à présenter le Chabi d'une autre manière. Et il l'a fait lui aussi. Ça veut dire que toutes les personnalités que j'ai mises en valeur dans le cadre de mes publications, de mon travail de recherche, je n'ai trouvé que les gens qui ont apporté quelque chose. Par exemple, Haj Mrizaq également, qui j'ai consacré. Abdelkrim Dali aussi, qui sont tous venus avec quelque chose de plus. Et puis, l'aboutissement de tout ça, c'est le Haj Mohamed Lanqa. Très bien. Et puis, Ben Khlouf également, Ben Khlouf qui a apporté, qui a créé, inventé de toutes pièces la poésie melhoun, la poésie populaire qu'on appelle chez nous melhoun, qui est aujourd'hui instituée partout dans toutes les régions de notre pays. Tous les grands poètes ont suivi ce grand barde de la chanson mystique qu'on dit aujourd'hui poésie populaire dite melhoun. Et c'est lui l'inventeur. Donc lui, il a créé de toutes pièces. Avant lui, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a Haj Mohamed Lanqa, la même chose. Haj Mohamed Lanqa, il était élève chez Mustafa Nador. On l'appelait Mustafa Nador, al-Meddah. Et puis, à cette époque-là, tous les cheikhs de ce genre musical, Meddahin. Donc, c'était tous. Le Haj Mohamed le Meddah. Le Meddah, on disait. Après, il a pris la suite de Mustafa Nador le Meddah. Lui, il est devenu le Meddah également, Cheikh Mohamed le Meddah. Il est resté comme ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, pour devenir par la suite l'Anqa, parce que c'est l'Anqa, c'était à l'époque où il était élève chez Mustafa Nador. On l'a appelé déjà l'Anqa. Et beaucoup se demandaient pourquoi l'Anqa. Alors, واحد يقول لك l'Anqa, مسميه على l'Anqa, qui avait une très belle voix. Alors, le Haj Mohamed, plutôt Boujma al-Anqi, c'est un diminutif de l'Anqa parce que c'était la relève, c'était son élève. Le parcours, il a marché sur ses pas. J'ai tout fait pour enlever les mauvaises choses. Les mauvaises choses sont sur le plan de son pseudonyme, je n'aime pas le mot l'alqa. Et on a cherché beaucoup et n'a pas trouvé trace de l'alqa par rapport à Mustafa Nador, parce qu'on dit que c'est Mustafa Nador parce qu'il était tout le temps collé à lui, on avait dit ça. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est l'anqa, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et qu'il avait aussi une belle voix. Il chantait merveilleusement bien sûr, c'était sa voix à lui. Et puis, la preuve aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il renaît de ses cendres. Il y a eu une période comme ça de silence par rapport à lui. Aujourd'hui, il renaît, il vient avec une grande publication. Et puis maintenant, tout le monde parle de lui. Tout le monde me dit personnellement, ils me disent, voilà, heureusement qu'il y a eu aujourd'hui, on reconnaît parce que c'est vraiment un personnage unique dans l'histoire.
Mohamed Lanqa lui-même disait tous les chanteurs aujourd'hui, les cheikhs Chabi, sont mes élèves, directs ou indirects. Il le dit tout le temps d'ailleurs. Et on le sent d'ailleurs dans leurs interprétations différentes. Ouais. Je tiens à rappeler là qu'il y a un autre livre qui vient de sortir aussi en même temps que le livre de Mohamed Lanqa sur la troupe, artistique du FLN. Et vous avez réalisé ce livre par proposition de Monsieur le Président de la République. Du Président de la République, c'était à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste le 8 juin 2022. C'était au CIC à l'époque et elle a dit, on a fait une grande exposition sur les grandes figures musicales, tout ça, artistique. Et puis, il a dit, ces gens-là, il faudrait que vous fassiez tout de suite un livre, immédiatement. Très bien. Il a dit 2 fois. Donc, d'où l'intérêt important du Président de la République concernant ce sujet et concernant aussi, en toile de fond, à tous les artistes qui ont participé. Ça veut dire que la culture nationale a participé à la lutte de libération nationale. Ça, c'est un fait. Et ce livre un peu confirme avec l'appui et puis la bénédiction du Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et ça prouve que l'État algérien accorde beaucoup d'importance à notre patrimoine culturel. C'est un signe extrêmement important pour l'histoire de la culture de notre pays, pour les gens de la culture, pour les créateurs, et que la création artistique a fait partie de la lutte de libération nationale. Très bien. Alors, je vais raconter une petite anecdote là. Alors, rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps peut-être. On n'aura pas le temps. Oui. Alors, je vais le raconter en arabe dialectal تاعنا, notre beau dialecte. قال لك واحد المرة الحاج محمد العنقا كان en pleine scène. الحاج محمد العنقا نعرفوه, il avait beaucoup de classe, très propre, du charisme, une forte personnalité. Donc, il y avait quelqu'un qui est venu bien habillé. قال له مانيش عارفه واش قال له, je sais pas qu'est-ce qu'il a posé comme question. Alors الحاج الله يرحمه قال له اهدر كيما راك لابس ولا البس كيما راك تهدر. C'est ça, oui. Elle est célèbre, oui. Elle est célèbre. Il avait beaucoup de mots d'esprit, d'images comme ça sociales qu'il avait dans sa tête. Il le disait assez souvent dans ses rencontres avec les gens, puisqu'il aime les gens. Et sa particularité, c'est qu'il a travaillé toujours dans les cafés populaires. Il a toujours géré des cafés populaires. Il ne faut pas dire Malakoff, parce que Malakoff s'appelle Pellissier, c'est lui qui a tué beaucoup d'Algériens. D'accord. Il faudrait changer cette... Très bien. Voilà. Malakoff, c'est un triste personnage de l'histoire. Donc il faut changer le nom. En tout cas, Amina, on peut en parler pendant des heures. Donc on va terminer en beauté cette matinale avec une chanson de Al-Hajj Mohamed Lanqa, les textes de Mohamed Ben Ismail, un poète du XVIIIe siècle. C'est ça, Monsieur Ben Damesh? 19e siècle. Alors, j'ai bien fait de vous le demander. Donc, on va terminer avec cette chanson. Au revoir et à bientôt. Excellente journée.